Je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal qui n'est pas très chargée, mais il y a cependant évidemment au moins quelques délibérations qui sont importantes, qui peuvent justifier d'y passer un peu de temps. Alors, on commence par les excuses. Michel Bontou est excusé et m'a donné pouvoir. De même que Michel Thomas qui a donné pouvoir à Jean-Yves Tabourin. De même que Romain Charon qui a donné pouvoir à Marc Lesage, Jacques Guimet à Patrick Lefrançois, Nora Benchida à Christian Cauchy, Bernard Vinceau à Aziz Bouslimani, Nicole Janvier a donné pouvoir à Mme Couturier, Jean-Luc Antil à Mme Milon et Stéphane Pinault à M. Delarue. Il n'y a pas d'autres excuses, d'autant plus que, voilà, Estelle vient d'arriver, de même que Rita Canal. Nous sommes donc au complet. Quand je dis au complet, c'est présent et excusé. La première chose, c'est de demander qui veut bien assurer le secrétariat. Merci à toi, Nicole. Ensuite, remerciements. Oui, peut-être simplement pour vous dire que ce n'est pas marqué à l'ordre du jour, mais il y aura un point d'info sur la rentrée scolaire à la fin, comme nous le faisons de façon générale à ce conseil municipal de rentrée de septembre. Simplement, il y a un oubli dans la convocation. Les remerciements, voilà, vous les avez eus. Il n'appelle pas de ma part de remarques. Est-ce qu'il y a de la vôtre? Est-ce que vous souhaitez des questions? Non. Les décisions, même chose. Elles sont relativement nombreuses. Pour une grande partie, ce sont des reconductions. Et il y a toujours, évidemment, plus le nombre de 2 ou 3 décisions qui peuvent être nouvelles. Est-ce que ça peut être des questions de votre part? Oui, non. Oui, je voulais juste savoir par rapport à l'acquisition par voie de préemption. Oui. J'aurais voulu savoir s'il y avait un projet prévu ou si c'était à proximité du collège. Oui. Voilà. Il y a un projet qui est engagé avec les 3 F. Alors, c'était IVL avant, Immobilier Val-de-Loire, qui est devenu ICL et qui est devenu 3F. D'accord. Voilà. Je ne peux pas vous en dire. Enfin, il est prévu, il est au stade des skis. Dès qu'il est davantage affiné, on en parlera. D'accord. Parce que du coup, voilà, j'ai pas entendu parler de projet sur ce point-là. Effectivement. Il existe, mais il est récent. Je vous l'accorde. C'est l'été. Oui, c'est ça. Autre question? Non? C'est bon? Je passe au compte rendu du conseil municipal du 28 juin, ainsi que l'appel de votre part des remarques. Question? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contraires? Donc adopté à l'unanimité. On arrive aux délibérations. Donc il y en a 8 en tout. La première concerne l'administration générale, c'est moi qui rapporte. Il s'agit de les dérogations au repos dominical. Nous avons vu ça en commission plénière mardi dernier. Il s'agit de la 2e délibération de ce type depuis en application donc, de la loi. Je cherche la loi du travail, c'est ça? Elle n'est pas indiquée. Elle n'est pas indiquée. Enfin, c'est le code du travail, article du code du travail. Voilà. Vous savez donc il peut y avoir 12 dérogations en termes pour les dimanches. Hein. Donc les commerces ont été contactés et ils ont donné leurs dates. Donc 4 dates pour le commerce de détail alimentaire, il me semble bien que c'est 4 dates de Intermarché. Et quant au détail non alimentaire autre que l'automobile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dates, dont au moins
dont 2 dates sont communes avec les précédentes. Et là, ça doit concerner 3 commerces en tout. Donc, on est complètement dans l'application de la loi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité sur le sujet. Nous passons aux finances. À nouveau, je rapporte la délibération. Il s'agit donc d'une garantie d'emprunt à la SAHLM La Roseraie pour une histoire ancienne, j'ai envie de dire, puisque ça concerne la ZAC Coubertin, ça c'est ancien. 14 logements donc pour l'objectif social, et il s'agit d'un avenant de réaménagement. Là aussi, ça a été présenté en commission plénière. Et en fait, il y a, le bailleur social souhaite profiter des taux du livret A. Et on vous dit le montant qu'il reste. Il a été donné l'autre fois, 1 070 885,14 et on garantit 50% de ce montant qui est le capital restant dû. Est-ce que cela appelle des questions d'autre part, remarques, déclarations? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Troisième délibération, celle concernant la DSP, délégation de service public, crématorium Jean Charpentier. Là, ça a été vu en commission, mais en commission ad hoc, pas en commission plénière. Je vais donc être un peu plus long, puisque seulement certains d'entre vous, une minorité assez nette, Paulette, il y avait Nicole en particulier, Jacques. Non, Paulette n'avait pas pu, oui, c'est vrai. Donc il y avait Nicole, Jacques, qui joue. Madame Le Sieur, oui. Voilà, comme ça. Alors, donc, c'est par contre un rapport que nous voyons tous les ans. Donc là aussi, on devait être habitués, sauf les plus jeunes conseillers d'entre vous, ceux qui sont au conseil depuis moins d'1 an, on va dire, ou 1 an tout juste. Alors, dans le document que vous avez, il y a, je le balaye un peu rapidement, il y a les comptes de résultats. Ce compte de résultats, il fait apparaître un résultat net en assez forte augmentation par rapport à l'année précédente. Mais l'année précédente, il y avait eu 4 mois de travaux. Donc, ceci peut expliquer cela. Et si on compare au résultat net d'il y a 2 ans, on revient dans... Il était de 123 223. Donc, on est un peu dans au même niveau. Après, si on regarde les produits d'exploitation, 516 195 au lieu de 402 396 l'an dernier. Ils étaient de 439 975 il y a 2 ans. Donc là, on voit quand même une augmentation assez importante qui doit être due à l'augmentation des tarifs qui sont consécutifs à la mise aux normes. Parce que le nombre de crémations réalisées est sensiblement le même, 753 pour 699 l'an dernier, mais pour 764 il y a 2 ans. Sur les charges d'exploitation, au total, une augmentation assez forte, 317 052 au lieu de 256 884, je crois. C'était de 241 226 il y a 2 ans, donc là, il y a une augmentation assez forte. On peut voir, si on regarde en détail, qu'au niveau des autres charges externes, on est plutôt en diminution, 59 582 au lieu de 79 614, 80 486 il y a 2 ans. Au niveau des impôts et taxes, on est en légère augmentation, 28 717 au lieu de 18 202 et 21 188 il y a 2 ans. Au niveau des salaires et charges sociales, on est en légère augmentation, 105 610 au lieu de 95 095 et 86 899 il y a 2 ans. La dotation aux amortissements a fortement augmenté, en liaison avec les travaux réalisés, 82 879 au lieu de 32 482 ou 18 775.
Les frais d'administration générale, eux, ont légèrement augmenté, 40 263 au lieu de 30 582 et 33 878 il y a 2 ans. Donc au final, vous voyez que le résultat d'exploitation, 199 143, a quand même assez fortement augmenté par rapport à l'an dernier, mais est semblable à celui d'il y a 2 ans, 198 748. Voilà pour le côté financier. Donc, ensuite, voilà, j'ai dit c'est 6 semaines de travaux, hein, je précise, et non pas, j'ai dit 4 mois, donc c'était pas bon, 6 semaines de travaux l'an dernier. J'avais prévu aussi de vous dire que l'ARS, qui joue son rôle, a émis un agrément sur la conformité du crématorium au 17 janvier 2018 et que cet agrément court pour une durée de 6 ans, donc jusqu'au 16 janvier 2024. Vous avez vu que dans ces rapports, il y a toujours aussi un focus sur l'évolution de la mortalité. On voit que la mortalité est quand même en hausse, plutôt de 1,5% au niveau français, et c'est du fait de l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom, visiblement. Que l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes continue de se réduire en France. Il est actuellement de 5, en 2017, donc l'an dernier, de 5,8 ans, alors qu'il était de 7,8 en 97. Quant au vieillissement de la population, avec un focus européen, je trouve que c'est intéressant, la proportion des 65 ans ou plus dans l'Union européenne est passée de 16,8 à 19,2 entre 2006 et 2016, donc c'est un peu plus élevé qu'en France, donc, où elle est passée, elle a augmenté mais est inférieure, 16,4 à 18,8, et c'est intéressant de voir que les pays où la part des seniors est la plus élevée sont l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, et par contre, à l'inverse, où elle est la plus faible, c'est l'Irlande, le Luxembourg et la Slovaquie. Sur l'origine, il y a aussi toujours l'évolution du taux de crémation par sexe qui ne bouge pas vraiment, qui est toujours sur un rapport de 60%, 40%, 60% pour les hommes et 40% pour les femmes, grossièrement. L'origine géographique des crémations, sur ce point, le délégataire n'a pas donné suite à notre demande. En fait, c'est pas vraiment par commune, c'est par commune de décès. C'est pour ça que le Coudray a évidemment un pourcentage très important parce qu'il y a l'hôpital. On a demandé à avoir, comme l'an dernier, un pourcentage par commune d'habitation, ce qui nous sera donné, mais qui ne l'est pas encore aujourd'hui. Les dispersions des cendres, c'est intéressant. Vous savez, c'est très normalisé maintenant. Donc, il est intéressant de voir comment ça évolue, avec un petit tiers de dispersion, un petit tiers d'inhumation, 18% pour le columbarium, 14% pour la remise aux familles ou aux pompes funèbres et un peu moins de 7% pour les cavurnes et les scellements. Intéressant de savoir qu'il y a un temps de mémoire tous les ans qui est organisé, auquel je suis invité, qui est de qualité. Je rappelle que l'an dernier, il y avait, en octobre 2017, il y avait pas mal de monde et plutôt davantage que l'année précédente. On va remarquer que le problème de l'élimination des déchets métalliques, l'argent qui est récolté pour le recyclage est intégralement donné à la Fondation de France, Fondation GF. Voilà, il me semble vous avoir donné ce qui m'a paru plus important dans ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il ne semble pas. Nous pouvons voter. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Politique de la ville, Maryse Legrand, c'est à toi.
la délibération n'est pas non plus une nouveauté, puisque nous avions déjà voté une délibération de ce type en 2015. Donc il y a une convention entre l'État, Chartres Métropole, Habitat et Habitat Eurélien relative à l'amélioration de la qualité de service qui est rendue aux locataires en contrepartie de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc pour mémoire, en 2015, la signature de la convention avait permis à l'organisme HLM de bénéficier d'un abattement à hauteur de 30% sur le parc HLM du quartier Talmont-Bretagne. La loi de finances rectificative de 2015 a prorogé l'abattement jusqu'au 31 décembre 2020, alors qu'il était donc auparavant jusqu'en 2018. Donc compte tenu de ce fait, il a été travaillé par les services de l'État, de Chartres Métropole et des bailleurs, une nouvelle convention pour les 2 années qui sont à couvrir. Donc, vous avez joint à ce document un profil de poste, ça je reviendrai après, mais surtout derrière, vous avez l'avenant de la convention. Donc, les nouveautés sont la mise en place d'un coordonnateur GUPS, donc gestion urbaine sociale de proximité. Donc ce coordonnateur, son poste est cofinancé par les 2 bailleurs qui sont concernés par cet abattement. Donc on voit qu'au titre du quartier Talmont-Bretagne, Habitat Eurélien contribue au financement du poste à hauteur de 25%, du coup supporté par Chartres Métropole. On nous explique les missions du coordonnateur GUPS qui participera aux travaux et actions engagés par la maison du projet et qui sera mobilisé ce sont des actions qui sont directement à destination des habitants, les entretiens d'espaces verts, le service d'amélioration de l'entretien des bâtiments, le service ordures ménagères, etc. La nouveauté est également l'article 3, et qui concerne la remise en place du fonds de participation des habitants pour les quartiers. Si vous vous souvenez, il existait auparavant un fonds de participation des habitants, et ce fonds, ça fait peut-être 3 ans qu'il n'avait plus été abondé, que le dispositif avait été arrêté. Donc là, chaque bailleur, c'est marqué au dos, le bailleur va contribuer à la hauteur de 1 euro par logement par an au niveau de ce fonds. Donc, le fonds sera géré par le coordonnateur de la gestion urbaine sociale de proximité en lien avec les communes et les bailleurs. Il y aura donc un règlement qui sera fait. Troisième nouveauté, le Conseil citoyen de Talmont-Bretagne sera informé de ce dispositif, puisque l'installation des conseils citoyens n'était pas prévue dans le cadre de la loi précédente. Vous avez donc également le profil de poste, si vous voulez, qui est détaillé. Donc il s'agit aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant à la Convention. Merci. Bon, il semble que Maryse a parfaitement synthétisé le dossier. Est-ce qu'il y a cependant des questions? Marc, déclaration? Il semble que non, Maryse. Je peux peut-être juste ajouter que donc ça doit être la même délibération est proposée aux conseils municipaux de Lucé et de Chartres, puisque nous sommes les 3 communes des quartiers du PV, et que nous reverrons ceci en conseil communautaire. Merci à toi. Donc, on peut voter, il semble. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons aux ressources humaines. Jean-Yves, c'est pour toi. Une délibération un peu habituelle sur la mise à jour de l'état des emplois. En l'espèce, il s'agit de 3 personnes qui sont dans la filière technique et qui assumaient des tâches au démarrage partiel d'animation et qui désormais sont en totalité dans la filière animation. Donc il faut tout à fait mettre en adéquation l'activité de la personne avec son cadre d'emploi
En l'espèce, là, il s'agit d'un changement de filière. Et je précise que ce changement, donc, se traduit par la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe et de 2 postes d'adjoint d'animation à temps complet. C'était en comparant avec la filière technique, c'était des postes identiques en matière rémunération, donc ça ne change strictement rien, ce changement, aux dépenses budgétaires. Voilà. Je voudrais également préciser que, bien entendu, et vous ne serez pas surpris, au prochain conseil, il y aura à nouveau un état des emplois pour que vous puissiez procéder à la radiation des postes d'agents techniques. Sachant qu'auparavant, puisqu'il s'agit d'une radiation, il faut que ça soit approuvé par le comité technique auquel ça sera présenté, je pense, la semaine prochaine. Il y en a, voilà. c'est sûr. Hein? Il y en a, c'est sûr. Oui, mais je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. Non, Je ne crois pas qu'il soit à l'ordre du jour. Ah bon, Non, c'est pour ça, tu vois, que j'étais prudent. Je crois pas. Le CT a lieu, mais pas inscrit à l'ordre du jour pour cette affaire. Et bonjour Jacques, et bienvenue. Tu avais annoncé que tu pouvais être en retard, c'est le cas. C'est très bien. Des questions. Alors, vous avez bien entendu, c'est création de postes sans incidence financière. Hein, parce que quand on dit création de postes, tout d'un coup, il a peut-être parfois mal compris. Ouh là là, ils embauchent à tour de bras, c'est pas ça. Sans incidence financière, ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont mal payés ou non payés. Ils changent de dénomination. Ok, on peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On passe au sport. Denise, c'est à toi. Tu t'es pas préparé. Les sportifs se préparent d'habitude. Oui, mais c'est toujours très loin. Bon, alors c'est une délibération qui a trait bien sûr aux tarifs des installations sportives de la ville. Donc tous les ans on la présente, cette délibération. C'est calculé en fonction des coûts de l'énergie 2017 qui ont augmenté. Alors évidemment, il y a une augmentation importante de 9,26 des coûts d'énergie pour le Boulodrome. Et aussi les coûts d'entretien, l'évolution des coûts d'entretien. De toute façon, à l'arrivée, on prévoit une augmentation de 4,28, alors que l'année dernière, elle était de 5,68. Donc on n'a quand même pas augmenté au niveau de la consommation d'énergie, comme ça ferait trop. Donc 4,28. Et ensuite, il y a aussi des équipements sportifs qui sont prêtés. Il y a une convention avec le Conseil général, notamment pour le collège. Et on se calque sur les coûts du Conseil général, c'est-à-dire qu'eux ont un tarif et on ne peut pas aller au-delà de ce tarif qui est de 0,69% pour les stades et pour les salles spécialisées et de 0,76% pour les salles spécialisées. Donc on les suit, on suit leurs tarifs, on n'a pas à aller au-delà pour cela. Donc le tableau qui vous est présenté, je ne vais pas vous les détailler tous, hein, vous les avez sous les yeux, les tarifs. Donc les augmentations qui sont prévues, eh bien, elles vous sont proposées au vote. Voilà. Donc on fixe comme tous les ans les tarifs des installations sportives. Merci. Là encore, il me semble que tu as tout dit de façon synthétique. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions cependant? Il me semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Nous sommes unanimes. On passe à l'urbanisme avec 2 délibérations. Jean-Yves, c'est pour toi. Et bien évidemment que la première des deux est certainement la délibération la plus importante de ce conseil et de loin. À toi. Oui. Merci. Ça concerne la zone d'aménagement concerté des Closeaux et l'approbation du traité de concession. Donc, un rappel rapide sur l'opération qui porte sur le secteur des Closeaux.
sur une superficie de 3,5 hectares environ, et qui se situe, si vous voulez, sur des dents, ce qu'on appelle des dents creuses, de propriétés souvent existantes. Donc on voulait mettre en place un projet urbain qui vise à maîtriser l'évolution démographique dans le cadre d'un schéma, disons, cohérent et respectueuse de l'environnement. Donc la ZAC a été créée en 2014. La commune avait décidé de faire appel donc, à une société d'aménagement par le biais d'une concession d'aménagement, qui est le document qui vous est présenté aujourd'hui, et donc qui a été examiné, j'allais l'oublier, d'une part la commission d'urbanisme la semaine dernière, le 5 septembre, si je me souviens bien, et par la commission, par le comité de pilotage du suivi des clauseaux. Donc la consultation avait été faite, bien entendu, dans les règles, ça avait été approuvé par le Conseil d'avril 17. La valeur estimée brute de l'opération, on le verra tout à l'heure, je crois qu'elle se situe à 3 150 000, j'en suis même sûr pour l'instant. Elle est inférieure au seuil de 5 225 000, qui nécessite une procédure un peu lourde. Donc là, on a eu droit à une procédure allégée. Alors je voudrais vous dire quand même que la procédure allégée, on ne la comprend pas de la même façon selon qu'on est haut fonctionnaire d'État ou élu d'une collectivité territoriale. Élu de base. Alors, trois sociétés ont vu leur projet examiné. Mais en fait, il y avait 4 projets parce que une des trois, la Nexity Foncier, a présenté une variante relativement complète et différente du projet initial. Donc les critères d'analyse étaient les critères bien entendu habituels. L'audition donc du cabinet Acant a fait, oui c'est bien ça, a été nettement inférieur et jugé par tous nettement inférieur aux 2 autres. La Saïdel a... Et surtout à son dossier. Oui. Et surtout à son dossier. Voilà. Un décalage assez flagrant avec le dossier. La Saïdel, elle, avait apporté des données à modifier en cours son projet, a apporté des réponses à des données qui manquaient sur son offre initiale, ce qu'on avait un peu mal compris. Mais le dossier n'était pas totalement satisfaisant, notamment quant à la participation d'équilibre communal et la part un peu trop importante en collectif et intermédiaire. Par contre, l'offre de Nexity Conseil a confirmé la plénitude et la qualité de la proposition. Et vous voyez donc, on vous a indiqué les résultats de l'analyse de l'offre. On a continué à négocier ce que nous autorisait la procédure avec Nexity, ce qui nous a permis d'affiner un peu la proposition et que je vais vous donner. A priori, il peut toujours y avoir des changements à la marge des opérations précédentes qui l'ont prouvé. Il y aura 123 logements.
répartis à 35%, un peu moins, sans doute, de logements sociaux locatifs, sous forme et de locatifs, mais également de ce qu'on appelle intermédiaires. En gros, ce sont des Tu as dû maisons... vouloir dire collectif. Tu as dit Pardon? locatif au lieu de collectif. Excusez-moi. Alors, vous avez rectifié. Voilà. Les intermédiaires, je précise, ce sont en gros des maisons de ville accolées. Et les entrées sont indépendantes, il n'y a pas de cage d'escalier. Voilà. Une trentaine, oui, je vous donne les lignes les plus importantes. Une trentaine de logements collectifs seront proposés afin de permettre l'accession à la propriété de seniors. On a de plus en plus de personnes relativement âgées qui possèdent un pavillon et qui se renseignent pour l'achat d'un appartement aménagé pour leur âge, pour mon âge. Donc il y aura quelques unités également de terrain à bâtir. Mémoire, je ne sais plus. Oui, alors il y en aura 5 réservés, c'est important ça, avec des petits terrains pour les primo-accédants. 21 avec un terrain de 350 mètres carrés maximum et 24 avec un terrain de 450 mètres carrés. Donc il y aura comme terrain à bâtir 50 logements. Bon, l'offre des négociations, le montant total des produits de l'opération est fixé à environ 3 millions 100, ce que je vous disais tout à l'heure avec 50 000 d'écart. Ce montant permet d'assurer l'équipe financière de l'opération et couvre la rémunération du concessionnaire qui est de 575 000 francs hors taxes. Donc elle comprend toutes les charges habituelles. Il permet aussi ce montant d'assurer véritablement à la collectivité le risque financier de l'opération sur l'aménageur. C'est donc, en dernier recours, c'est à vous de décider de désigner le concessionnaire. Alors, en l'espèce qui vous est proposé, c'est de désigner la société Nexity, d'approuver les dispositions du traité de concession et ses annexes, que vous avez dû recevoir par mail un jour ou deux, et autoriser M. le maire à signer ce traité de concession. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sylvie? Peut-être que c'était dans le document qu'on a reçu, mais j'ai pas approfondi. Ma question, c'est par rapport au logement senior. Est-ce que c'est du collectif, de la maison de ville? C'est des petits logements. Les logements pour les seniors. C'est du collectif. C'est collectif. Il D'accord. l'a dit. Je pensais, oui, Ah, j'ai ben, dit j'ai parmi pas- les collectifs, il y en a un temps. Pardon. Ils sont, Du collectif, oui. non, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux entendre des fois que pas comprendre. Bien sûr, bien sûr. Non, je t'en fais pas. Mais c'est quand même dommage, c'est la plus proche. D'autres questions? Les appareils.
Jean-Yves vous a... D'abord, une fois, le dossier il est important, hein, la preuve, les documents vous ont été envoyés après la commission plénière et vous pouvez vous rendre compte que c'est très volumineux. Donc vous pouvez vous rendre compte du travail qui a été mené en amont, négociations, etc. Des élus, des services de la ville, en liaison avec les 3 aménageurs par proposition et le cabinet Siam Conseil, pour donc arriver à quelque chose qui est dans l'épure de ce que nous avions demandé. Quand je dis nous, c'est le conseil municipal du mois d'avril 2017. Il y a d'abord 40% de terrain à bâtir, ce qui est intéressant, comme l'a dit Jean-Yves, parce qu'en plus c'est quelque chose qui peut facilement se commercialiser, et que ça correspond à une demande forte. Il y a 35% de logements sociaux, comme l'a dit Jean-Yves encore une fois. Simplement, j'ajoute que c'est des logements qui ont vocation à reconstituer un certain nombre de logements sociaux qui vont être démolis sur la banane. Enfin, ça va participer à la reconstitution, hein, comme le sont déjà des logements qui vont être construits bientôt là, sur Boisville. Et puis donc des collectifs, comme ça a été dit, avec priorité en accession et priorité aux seniors, 25%. Voilà. Dans le cadre de la négociation, donc on a affiné ce à quoi on a abouti, mais on a aussi obtenu financièrement des gestes de Nexity, puisqu'on on voulait avoir en cas d'excédent, on voulait qu'une partie revienne à la ville, donc à partir d'un moment, il y a un partage de 50-50, donc on a obtenu en fait une légère compression de la rémunération de la société Nexity, qui était favorable à la commune. Alors, certes, on ne peut pas dire qu'ils ont baissé de moitié leur rémunération, hein, c'est pas ça. En tout cas, à notre connaissance, et d'après ce que nous a dit le Siam Conseil, on a obtenu de cette société des pourcentages qui sont inférieurs à ce qu'ils proposent ailleurs. Bon, a priori, ils avaient envie de venir travailler chez nous. Et ils ont fait 2 efforts. Alors dans le même sens. On a obtenu, évidemment. S'ils ont fait l'effort, c'est qu'on les a demandé. Sinon, ils n'auraient pas fait. Oui. Ah, Sylvie. Par rapport au calendrier, Oui. on a quelque chose. Ça démarre dès demain si vous votez. Alors le calendrier, on en a un, je ne l'ai pas en tête, je ne sais pas si Jean-Yves l'a. Non, j'ai le début du calendrier. Oui. Je n'ai pas là parce qu'il y a... Oui, je peux aller chercher le un peu de page, mais c'est pas parlant. Si, est-ce que vous l'avez, voilà. Monsieur Mercier, sur quelque part? Je vais regarder, mais je pense pas. Non, c'est le document que vous avez, normalement. Alors, voilà. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 2 tranches. Voilà. Et que la première tranche, elle peut démarrer très rapidement. Tout à fait. Mais avant, il y aura d'abord la production d'un schéma d'aménagement, qui n'est pas, lui, contractuel. Voilà. Donc la première des choses, c'est qu'ils vont montrer leur proposition. Et il y a enquête publique de mémoire, hein, on est d'accord? Il y a, il y aura concertation. Oui, il y a de toute façon concertation. Mais il faut des déjà qu'eux montent leur équipe, parce qu'il faut qu'ils aient une équipe, donc je crois que c'est prévu pour octobre-novembre. Et en décembre-janvier, les premières études sont lancées pour... Voilà. Donc, probablement 1 an pour produire un projet, et ensuite 1 an pour aménager, en gros, l'ordre de grandeur, pour aménager. Hein. Et ensuite, l'aménageur vend à des particuliers, vend à un promoteur, vend... Voilà. Vend à un promoteur pour le collectif, hein. Vend au bailleur social, voilà, habiteur et lien, c'est certain, puisque c'est lui qui a vocation à reconstruire. Et puis vend à des acquéreurs potentiels pour les terrains à bâtir. Si tu n'arrives pas à t'en sortir.
Attends, mais pourquoi tu vas... Parce que d'habitude, le calendrier qu'on a. D'habitude, le maire, il refile ça aux adjoints, c'est pas le contraire. Oui, non, mais c'est toi qui as dit où est le calendrier. Il faut changer. Faut changer. Bon, tu vois que, voilà, Oui, Sylvie, ça veut dire qu'il n'était pas compréhensible. Oui, j'ai tout compris tout de suite, j'ai tout compris. Hein. t'as la réponse dans les documents qui t'ont été envoyés. Est-ce que ça te convient? Oui, bien sûr, je l'étudierai. J'aurais aimé juste une Bon, petite synthèse. ça évolue jusqu'en 2024. Réaction des études préalables pour être un peu plus sérieux. Alors, consultation pour sélectionner l'équipe pluridisciplinaire jusqu'au premier trimestre 2019. Ensuite, au niveau des géomètres, intervention durant le premier semestre 2019. Ouais. Tout ce qui est architecte urbaniste, les 3 premiers trimestres de 2019. Tout ce qui est bureau d'études VRD, 3 premiers trimestres de 2019. Paysagiste, également en 2019. La loi sur l'eau, également en 2019. La réalisation des démarches administratives et de concertation, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, fin 2019, pour faire simple. Négociation et acquisition foncière, ça peut s'étaler jusqu'en 2021 par exemple. Les travaux d'aménagement, ils sont, comme il y a deux phases, ils sont plutôt faits en 2 phases. Hein. La première plutôt avant 2020, enfin se terminant avant décembre 2020, et la deuxième dans un second temps. Et la commercialisation a la vocation à s'étaler. Peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a probablement des travaux à faire sur la rue Paul Bert, mais ça on le sait depuis longtemps, pour des canalisations demandées par l'aglo quand on les avait questionnés, mais ça il y a assez longtemps. Bon, après, reste à savoir si c'est comment ça se passe, est-ce que c'est l'aglo qui fait les travaux, est-ce que c'est nous, en tout cas c'est pris en charge par l'aménageur. Et voilà. Je sens que là on a répondu quand même de façon plus satisfaisante à ta question. C'est mieux, oui, beaucoup mieux. Merci. Des questions? Il semble qu'il n'y en ait pas. Je veux bien en poser une encore. Qu'est-ce qui... Si tu veux. Oui, si tu veux, j'ai dit oui. Je crois que tu dis si je veux. Qui est-ce qui est censé construire, on ne sait peut-être pas encore, les logements pour seniors? Parce que c'est pas non, les paliers. ça, on ne le sait pas, non. D'accord. Non. Non, on ne sait pas. C'est pas contractuel. C'est pas contractuel, donc on ne peut rien dire, quoi. Même si, effectivement, ils sont plus évoqués, si tu veux, mais c'est pas contractuel. Il vaut mieux ne rien dire. Autre question, oui. Et pour précéder ta 4e question, je dirais qu'on ne connaît pas non plus la localisation exacte des immeubles Oui, aussi. différents. Donc, c'est le plan d'aménagement, ça. Voilà. Je n'avais pas cette question-là. C'est bien répondre. Oui, Jean-Yves répond aux questions qu'on ne lui pose pas. Hein. Oui, mais Des fois, c'est Il y avait un président de la République qui aimait bien faire ça. c'est plus simple. Hein. Il y a longtemps. Hein. C'est ce que tu dis. il y en a qui pensent très fort. Peut-être pas si bien, mais il y en a qui... C'est bon, on peut voter Je vous laisse poser des questions. Je vous ai dit que ça me semblait que c'était le dossier de loi le plus important quand même. Hein, 123 logements à construire, c'est c'est plutôt moins qu'à Boisville, mais enfin, c'est quand même important. On y va, on peut voter. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes donc unanimes sur ce sujet également. Jean-Yves, c'est encore à toi pour la dernière délibération. On change de ZAC, on passe à celle. Je gère. Merci. On passe à la ZAC de Boisville. Là, c'est une délibération habituelle. La SAEDEL, comme tous les ans, nous fait un compte-rendu annuel à la collectivité, donc le CRAC, arrêté des comptes au 31 décembre 2017. Alors, toutes les phases d'acquisition, procédure administrative, études sont bien entendu terminées. Les aménagements de la rue Rosa Donner et de la rue du Verger ont été livrés afin de mettre en vente les 45 terrains à bâtir, puisque ce sont les premiers qui ont été construits, de mémoire, oui.
Ces 2 voies devraient être rétrocédées à la commune en 2018. Alors sur les voies, quelquefois ça va plus vite qu'on écrit les notes, puisque la rue de Boisville, qu'on vous dit, n'est pas encore ouverte à la circulation. Lors de l'inauguration de l'immeuble d'ICL il y a une semaine, elle était ouverte. Oui, elle a ouvert dans l'été. C'est ICL, hein, pas 3F peut-être. Hein? Dans les sigles. C'est C'est 3F. ICL. Non, c'est Non, c'était ICL. avant 3F. Avant, Non. c'était 3F, IBM. Non, non, j'étais repris Ah l'autre bon jour. Non, ils ont dit C'est 3F. repris 3F. Oui, oui. Justement, moi j'ai dit ICL et ils m'ont repris. Ouais, je crois. Bon. C'était IVL au début, ICL ensuite et 3F maintenant. Et ils font D'accord. partie de là, Avec grand toutes groupe les excuses. comment ça s'appelle le Action collecteur Logement. là. Voilà. Action Logement, merci. D'accord. C'était avant moi, 3 ans. Avant, ici. Alors, il y a eu des voies provisoires d'aménager. Je dis bien provisoires parce que pendant les travaux, on ne tenait pas à ce que l'aménagement définitif soit opéré. Le montant de ces travaux d'aménagement s'élève actuellement à 2 137 000. Les cessions. Le lodet a été commercialisé et livré. C'est en fait c'est l'immeuble de Tépas sous-sol, ainsi que le lot de terrain de la clinique. Les 45 terrains à bâtir ont tous été commercialisés. Alors ça a duré un peu plus longtemps. Enfin, on a eu très vite la totalité des demandes. On en avait même au-delà, puisque ça avait dépassé 100 à une époque. Mais le reste, ça a été la difficulté, ça a été entre autres d'obtenir les prêts bancaires. Les prêts. Ce qui fait qu'on avait des listes d'attente qui changeaient quasiment tous les jours. Les 40 maisons de ville qu'on a séparées en 2 lots de 20, aussi bien ça, sont commercialisées à 75%. Peut-être qu'on peut faire passer un message après ce que tu as dit, parce que si en général les banques, ça ne marchait pas auprès des banques, c'est que souvent les personnes qui voulaient faire construire n'avaient absolument aucun apport personnel. Donc voilà, faire passer le message que quand on veut faire construire, il vaut mieux avoir un petit apport personnel. Sinon, comme les couperets maintenant sont très très stricts sur le pourcentage de remboursement, on ne doit pas être au-delà de, alors je ne sais plus si c'est 33, 25, 33. Mais c'est visiblement, avant, voilà, on jouait un petit peu avec les 33. Maintenant, visiblement, voilà, c'est très très scrupuleusement respecté. D'où la nécessité, ou alors sinon, on n'est pas dans le montant nécessaire pour avoir acheté un terrain et faire construire un pavillon, même modeste, dessus. Voilà, donc après c'est le message, un peu d'apport personnel. Et personnellement, je suis assez favorable parce que ça évite des situations qui étaient terribles par le passé où les gens étaient obligés de revendre très vite aux enchères publiques avec une perte énorme. Et perdaient beaucoup de choses. Donc les lots E et F, la signature interviendra prochainement, ainsi que le démarrage des 2 immeubles collectifs et leur livraison en 2020. Il restera la programmation du LOA à définir en vue de sa commercialisation. Donc là, Mais on avance aussi. Sur Oui, ce dernier on lot, avance, voilà. il est maintenant plus que probable qu'il soit attribué justement aux 3F pour terminer l'opération qu'ils ont menée sur 2 lots et qu'on a inauguré l'autre jour. Et a priori, il y a accord au niveau de l'État, l'accord de la ville, donc ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. l'emprunt, alors, en matière de financement, l'emprunt auprès du Crédit Agricole a été remboursé en totalité. L'avance de trésorerie qu'on avait fait à la SAEDEL
sera remboursé avant la fin de l'année à la cession des lots E et F. Alors, au passage, Nexity, ici, c'est pas le même que le Nexity dont on a parlé tout à l'heure. Non. Ici, c'est Nexity Paris, Voilà. et celui de tout à l'heure, c'est Nexity Orléans. Alors, c'est bien le même groupe au niveau national, mais ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Alors le bilan prévisionnel actualisé fait apparaître une diminution des dépenses de 78 977 €. Le bilan ne fait pas apparaître de variation de recettes par rapport au dernier bilan, pour un total de recettes de 6 251 000 €. Donc, résultat, le bilan fait apparaître un solde positif de 311 781. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce compte-rendu annuel et l'arrêté des comptes de la SAEDEL pour la ZAC de Boisville. Merci Jean-Yves, je crois que tu nous as donné encore une fois les éléments essentiels, et tout ça de façon synthétique à nouveau. Est-ce qu'il y a des questions cependant? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Nous terminons avec des informations sur la rentrée scolaire. Alors bien sûr qu'elle date maintenant de 3 semaines, mais c'est quand même encore quelque chose de récent. Alors c'est quelque chose à 3 voix, je sais. Estelle, Marc et Antoinette. Dans quel ordre? Estelle d'abord. Antoinette ensuite et Marc. Estelle, c'est à toi. Je ne suis pas le micro. Et par contre, Jean-Yves, il faut que tu... C'est Marc, si on Ben, non, je ne peux pas. les amis. Oui, bien sûr, ça va venir. Romain, ah oui, non. Oui, Vous voulez que je... oui. Vous savez, les documents qui vous ont été... Le A élémentaire, pardon. Alors oui, c'est une présentation annuelle, on va dire, de cette rentrée 2018-2019. Alors, on vous a mis, je crois, ou peut-être qu'on ne pourra pas tout voir là, mais ce qui est toujours intéressant, un comparatif avec l'année d'avant. Voilà, ça peut donner une idée. Mais tu l'as peut-être? Oui, moi je l'ai. Donc vous pouvez constater qu'en élémentaire, nous sommes à 637 élèves, avec 154 CP qui, cette année, pour rappel, sont des CP dédoublés. Donc on a 47 CP à Pierre de Coubertin, 55 CP à Émile Zola et 52 CP à Janzé. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y a 4 classes différentes dans chacune des écoles, là où il y en avait 2 avant, pour recevoir l'ensemble de ces CP. On est à des effectifs qui sont d'un maximum de 14 dans ces CP dédoublés, et on les atteint, on est plutôt entre 12 et 14 sur ces CP dédoublés. Les CE1 sont en train de... Alors ces CP seront les CE1 de l'année prochaine, puisque les CE1 sont dédoublés dans les REP+, actuellement, et dans les REP, c'est-à-dire l'année prochaine, non seulement nos CP, bien sûr, seront toujours dédoublés, mais en plus, nous devrons aussi trouver des solutions pour dédoubler nos CE1. Donc ça, c'était quand même la grande nouveauté de la rentrée. Vous voyez, si on regarde un tout petit peu plus bas, nous étions l'année dernière à 557 au 21-9, hein, au 21. À la même époque, quoi. Oui, à la même, oui, Il y a un an, quoi. À la même époque, nous étions à 557 élèves dans les écoles élémentaires. Nous sommes cette année à 637. Et de fait, nous avons une ouverture de classe qui a été effectuée, qui n'était pas prévisible hein, finalement au mois de juin, même si finalement bon, on avait quelques éléments, mais beaucoup trop vagues pour que l'éducation nationale prenne la décision d'ouvrir une nouvelle classe. Mais on a dû ouvrir une nouvelle classe 10 jours après la rentrée, on va dire, dans l'école élémentaire Émile Zola. On était
était à plus de 25 élèves par classe, à 26 de moyenne, de mémoire, et on est passé à 24 après ouverture, Oui. je crois, sur cela. Voilà, sur Zola, qui n'était pas à des effectifs si importants, mais on voit bien que c'est une école avec Victor Hugo qui continue de recevoir. Alors, on peut penser que Boisville y est rattaché, que ce sont des quartiers aussi qui sont rattachés, qui petit à petit renouvellent, sont en renouvellement de génération aussi. Enfin, bon voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui impactent ça, et les autres écoles ne baisse pas vraiment en effectif. Ça confirme bien l'augmentation de notre population, telle qu'elle a été indiquée. Et je dirais, pour avoir la casquette plutôt petite enfance, c'est que il est possible que du côté de la petite enfance, ça se confirme encore plus. C'est bon pour vous voulez d'autres commentaires pour les élémentaires? Voilà, on est à plus 80 par rapport à l'année dernière. Donc alors là du coup c'est vraiment une hausse. C'est plus d'une classe. Voilà, c'est vraiment une hausse importante par rapport à l'année dernière. Ça fait plusieurs années qu'on a passé les 1000. Vous allez voir, si on tient compte maintenant des maternelles. On dépasse maintenant les 1000, mais on les dépasse vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on est à 1100, on sent qu'on est sur une tendance plutôt lourde. Alors là, on n'a pas bougé, puisque les effectifs sont à 464 et étaient de 464 déjà l'année dernière. La nouveauté, alors c'est pas une nouveauté, puisque depuis nous avons les 2 classes d'accueil de moins de 3 ans, mais quand même la nouveauté, et là on voit que c'est tout le travail partenarial qui a fait son effet. Les classes d'accueil de moins de 3 ans qui ont des effectifs maximum à 16 n'étaient pas pleines les autres années, complètes. On arrivait à atteindre les 10 et elles se complétaient au fur et à mesure, à peu près jusqu'au mois de décembre. Là, d'entrée de jeu, ces 2 classes, qui sont des classes spécifiques d'accueil, sont des classes qui sont complètes à ce jour. 16, c'est ça. 16, les deux, que ce soit celle à Janzé, donc je rappelle, on a une à Janzé et l'autre qui est à Victor Hugo. On a toujours un effectif de TPS. Nous sommes en réseau d'éducation prioritaire avec une priorité à l'accueil des enfants de moins de 3 ans, au-delà de la classe spécifique, mais en tout cas des toutes petites sections. Donc on a toujours, on va dire, un taux élevé de toutes petites sections. Voilà à peu près pour... C'est à peu près 40%, quoi. Oui. Presque 50, 45%. Une classe d'âge, quoi, à peu près. C'est aussi bien une directive, on va dire, de l'éducation nationale qu'une directive un peu politique de la ville aussi. On voit bien que toutes les politiques, dans le cas des quartiers prioritaires, réseau d'éducation prioritaire, sont en faveur de la scolarisation, de pouvoir donner la possibilité de scolariser dès 2 ans. En tout cas, il n'y a pas ce pourcentage de scolarisation pour les TPS dans toutes les communes. On est plutôt dans les communes ayant le pourcentage le plus élevé. Arrivera l'année prochaine, mais ça c'est une info éducation nationale, mais vous avez dû entendre dans les médias la scolarisation obligatoire des enfants de maternelle, ça a été redit à cette rentrée, donc on peut penser que ça va là aussi se faire l'année prochaine. Ce qui n'est pas simple, puisqu'on est scolarité obligatoire à la journée. Là on va passer, ça va peut-être permettre de faire le lien sur les activités périscolaires, mais ce qui n'est pas rien en termes d'investissement si on est sur des journées complètes et obligatoires, puisqu'on arrive vers une scolarité obligatoire. Il n'y aura quand même pas... Ah oui, complète. Oui, c'est plutôt pour le problème du dortoir qui peut y avoir souci. Parce que sinon, je veux dire, en termes de scolarisation, il n'y aura pas d'avantage de scolariser, puisque le taux actuel, on est tout proche, on est très proche de 100%. Quoi. Oui, c'est pour le dortoir du midi. Voilà, c'est pour ça que je parlais du périscolaire. Donc on a, pour préparer la prochaine rentrée, un petit peu de travail, dédoublement des CE1, finalisé, en pensant bien celui des CP, évidemment, dans chacun des groupes scolaires, plus la scolarisation à la journée des enfants en maternelle. Journée complète, et ce,
dès les jours de rentrée sur les services périscolaires. Tout ça, c'est pas, finalement, c'est pas rien. Avec une population, on peut penser qu'il continue d'augmenter. Il y a eu de nombreux travaux donc là, je prends un peu la voix de Michel Thomas, enfin, je ne vais pas prendre la voix, mais je parle en son nom plutôt, et avec des installations d'ascenseurs à l'école élémentaire Janzé et à l'école élémentaire Coubertin. Donc les deux écoles où il y avait un besoin un peu pressant avec un nombre important de classes en haut. Et le gros des classes qui était à l'étage. Une accession aussi PMR à Victor Hugo, vous avez dû le voir parce que ça se voit bien de l'extérieur. On voit, il y a comme un petit mont de charge. Ça, et puis il y a eu une invitation à l'inauguration de ces travaux. Voilà, c'est ça. La visite des travaux. Voilà, pour ceux qui sont venus, vous avez eu, je pense, la liste de ces travaux. Et aujourd'hui, à l'école maternelle Victor Hugo, les récréations se passent maintenant dans la grande cour, alors que avant c'était dans la petite cour de devant. L'accueil se passe sur l'avant, mais après tout se passe à l'arrière. Et l'ensemble de l'ancien centre Jean Charpentier aujourd'hui est occupé par l'école maternelle. Jusqu'alors, il nous restait l'année dernière encore deux salles, qui éventuellement qu'on pouvait dédier à d'autres activités, mais aujourd'hui tous les locaux sont occupés, puisque depuis l'année dernière nous avons un RASED qui lui est au complet, réseau d'aide aux enfants en difficulté. Voilà. Aide et soutien. Réseau d'aide et soutien aux enfants en difficulté. Qui est complet sur les 3 écoles, depuis que l'on est en REP, réseau d'éducation prioritaire, sur les 3 groupes. Je précise qu'il y a tout est occupé, je suis d'accord avec toi, mais il y a un local qui l'est à titre exceptionnel, et non permanent, pour prévoir l'avenir. Ce fameux local RASED. RASED, oui. Voilà. Voilà. C'est pas définitif. C'est pas définitif. Donc voilà, on commence à pousser les murs, mais bon, pour l'instant ça tient encore dans les murs, tout ça. Voilà pour le gros de la rentrée, pour la partie scolaire. D'accord, ça me paraît très bien. Et, je passe la parole à Antoinette. Oui, merci Estelle. Antoinette, c'est à toi. J'attends le tableau. Attends le tableau. Noir, non. Non. Vous pouvez regarder les chiffres, alors forcément si vous comparez avec l'année 2017-2018, vous avez peut-être l'impression qu'il y a moins d'enfants qui participent aux différents services périscolaires, mais il faut vous dire que ce tableau date de fin août et depuis nous avons eu de nombreuses inscriptions dans les différents services parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que les familles viennent de plus en plus tard faire les inscriptions, aussi bien à la cantine, au TAP. Donc c'est pour ça que on peut augmenter. Et puis il y a quelques petits, par exemple, je voulais vous noter le changement, par exemple, au niveau des transports. Alors que l'an dernier, le bus qui desservait Aristide-Briand était plein. Cette année, non, c'est pas le cas. Par contre, c'est celui de Tréville-Boisville qui est plein, qui déborde même un peu. Voilà, moi, ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a un message à faire passer justement sur ces inscriptions tardives? Ça ne peut pas pénaliser de temps en temps le fait de venir un peu tard, non? Alors, il y a quand même un petit délai de carence d'appliquer, parce que ne serait-ce que pour les repas, comme on commande les repas à l'avance, on demande aux parents une semaine de carence, d'attendre une semaine. Voilà. Bon, et puis il faut quand même dire il faut bien distinguer qu'il y a des nouvelles familles qui ne connaissent pas notre mode de fonctionnement, mais il y a des familles qui sont là depuis longtemps et puis qui négligent un peu de respecter les dates. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Enfin, s'il y a d'autres questions, je suis prête à y répondre. Alors, y a-t-il des questions sur le périscolaire? Ensuite, Marc donnera les pourcentages. On voit que pour la restauration scolaire, par exemple, on est à 60%, par exemple. Oui, on est un petit peu. Mais les chiffres sont remontés, si tu veux. Donc on va être au-delà de 60%. Voilà, comme. Qui est comme
Oui, alors je sais quand même que dans les communes, plus on se rapproche de la région parisienne, plus les montants, les pourcentages sont plus élevés. Je me rappelle avoir parlé avec des collègues élus, Épernon, maintenant, bon, et même dans les petites communes, on a des taux qui peuvent être 80-90%. Ce qui est normal. Oui, non, c'est normal, bien sûr. C'est pour dire, donc c'est élevé sans être C'est pas très élevé. du même niveau que dans d'autres communes. Et d'ailleurs, si on regarde, Oui. Si on regarde Coubertin, c'est là où on a les taux les plus élevés, justement, c'est-à-dire le quartier proche gare, hein, le plus proche de la gare. Et là, c'est là où on a le plus de restauration, accueil périscolaire. C'est l'école où il y a le pourcentage le plus faible de logements sociaux, dit autrement. Aussi. Donc, ensuite, donc, sur les ateliers du soir, on est à 30% environ. Accueil périscolaire, on est à 18%, mais certainement que ça va monter, je suppose. À peu près 15% sur le mercredi, on peut penser que ça va monter. Les TAP, 60%. On a déjà le même taux que l'an dernier, si je dis bien. Oui. C'est ça? Oui, parce que nous avons même quelques familles en attente. Il y a en attente. Et le transport scolaire, 14%, bon, un pourcentage identique à celui de... Ah, là, j'avais vu élémentaire, là, j'ai compris élémentaire. On voit que c'est pas le même pour secondaire élémentaire et maternelle. Il faut que tu prennes la dernière ligne. Pour rappel, les tables sont gratuites. Alors, on peut pas dire que c'est exceptionnel puisqu'on est la seule commune à les faire. Avant, c'était relativement peu fréquent que ce soit gratuit. On arrive à l'extrascolaire. Péri-extrascolaire, c'est-à-dire que j'ai souhaité avec les services vous donner quelques éléments. Non, on n'est pas les seuls, il y a une autre commune quand même. Oui, il y a deux communes. Alors, je ne sais pas s'ils sont gratuits dans l'autre commune. L'autre commune, c'est 3 classes, c'est une école, 3 classes, donc c'est pas du tout la même dimension. Bien sûr. Je sais pas si c'est soit c'est ouvert. C'est ouvert, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas, voilà, par rapport à ce que j'ai dit. Alors, extrascolaire. Alors, péri-extrascolaire, les deux, hein, c'est important. Déjà, sur l'extra, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu un été, on avait parlé, on avait fait une délibération en fin d'année scolaire par rapport à la mise en place de mini-séjours qui ont eu lieu et qui globalement, comme l'été, s'est plutôt bien passé. On a fait des rencontres avec les familles régulièrement et on a eu aucune remontée négative. On est plutôt dans la construction avec les parents pour qu'ils soient des vrais acteurs sur cet accueil de loisirs auprès de leurs enfants. Là, j'ai souhaité avec les services mettre en avant, parce que ça a quand même été longtemps un débat, la difficulté de trouver des intervenants et trouver des activités autour. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien et sur l'étape, on s'aperçoit que sur l'élémentaire, on a en gros une petite dizaine d'intervenants avec des activités très diversifiées, des activités qui font travailler nos associations villes, tennis, foot, badminton, art plastique, vu que c'est une agent de la ville qui le fait. On arrive à emmener des enfants à la piscine. On a des activités un peu plus nouvelles comme des jeux autour de la citoyenneté. Là, on a un atelier argile qui est un peu nouveau. Échec aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette dynamique de faire aux enfants des activités un peu nouvelles. Vous voyez qu'on essaye de répartir sur les différentes écoles, que Zola, il découvre le monde de la photo, aussi le monde du dessin. Et après, sur Jean Zé, on est sur théâtre et improvisation. Enfin voilà, on essaye sur les différentes écoles de varier aussi les activités. C'est-à-dire des activités qui étaient sur une école l'an dernier, qui ont glissé sur une autre école, pour permettre aux enfants de faire des choses le plus diversifiées et d'être dans la stratégie de ce qu'on attend, nous, d'étapes. Et pour petit rappel, on a été jusqu'à la construction de responsables de site et d'un coordinateur du dispositif qui permet de mettre tout ça en musique. Et tout ça en lien avec notre charte de la coéducation, où il y a l'idée de permettre aux enfants de découvrir le maximum de choses.
Et aussi en lien avec le PEDT qui instance qui suit l'ensemble de cette action. Sur les maternelles, vous voyez qu'on est sur un nombre d'intervenants aussi important, vu que les effectifs TAP n'ont pas diminué depuis, et maintenant ça fait 6 ans, vu que là on est au bout de la deuxième convention de 3 ans. Et on s'aperçoit qu'on a toujours autant d'intervenants, donc toujours autant d'enfants accueillis. Après, c'était pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les ateliers du soir, où là, je rappelle qu'on travaille toujours en bonne collaboration avec les enseignants, vu qu'il y a des enseignants qui interviennent sur la partie aide aux devoirs, et on a, nous, des intervenants qui soutiennent ce travail d'aide aux devoirs, parce qu'on n'a pas assez d'enseignants, mais on en a encore, et c'est quand même important de le souligner, c'est pas le cas partout. Par contre, de l'autre côté, on a des intervenants qui font plutôt des animations sur des demi-heures, et tous les enfants d'Invilliers qui vont aux ateliers du soir ont automatiquement un temps pour faire les devoirs. Ce qui est un élément important. Et donc pour terminer, c'est pas dans ce tableau-là, mais... Qui sont plutôt des leçons normalement. Des leçons. Ouais. C'est le cahier de devoirs encore. Mais c'est des leçons. Vos devoirs. C'est les deux, allez. Il est vieux et il reste. Et donc là, j'ai pris des informations pour être plus juste sur les informations que je pouvais vous donner. C'est pour ça que vous ne l'avez pas sur ce petit tableau aujourd'hui. Sur l'accueil de loisirs des mercredis. Au niveau de la maternelle, on va finir par avoir une liste d'attente. On est à plus de 50 enfants accueillis, donc c'est sur les maternelles, ça a pris complètement sa ligne de croisière. Par contre, sur les élémentaires, on est à environ 60 enfants accueillis. Là, on a de quoi développer encore un petit peu. C'est plutôt sur l'élémentaire, au niveau de l'accueil de loisirs, c'est une bonne occasion d'en dire 2 mots, qu'on peine un petit peu à retrouver le public des 2 associations qui menaient avant, c'est-à-dire Jean Charpentier. Globalement, on va dire les gens de Jean Charpentier, on les a récupérés parce que c'est des gens qui ont besoin d'un mode de garde. On a un peu plus de mal à récupérer complètement les enfants des quartiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas, mais ils viennent beaucoup moins régulièrement. Voilà. Et c'est dû à un fonctionnement différent, à une obligation, vu que c'est géré par la ville, à s'inscrire à l'avance, à payer en temps et en heure. Donc tout ça, c'est une éducation aussi à apprendre. Donc on a décidé avec les services de faire... L'éducation des parents dans ce cas-là. Aussi des parents, ouais. On a décidé de refaire un gros travail de communication. Donc dans les écoles, il y aura une grosse communication de fait autour de cet accueil de loisirs. Voilà. Très bien, très bien. Bon, vous voyez que il se passe des choses dans les écoles, que ce soit sur le temps scolaire ou le temps péri ou extrascolaire. Voilà. On a bien vu le temps qu'il a fallu pour le présenter et encore tout cela de façon synthétique. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à la préparation de la rentrée, élus et techniciens. Ça doit être le mot de la fin. Bonne fin de journée à tous et tous.